Bonjour à tous, pardon pour ce retard. Bienvenue dans Les idées mènent le monde. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir et l'honneur d'animer une rencontre avec un biophysicien. Il est plutôt jeune, il est naturaliste, il est écrivain, il est spécialiste de l'hydrodynamique des bancs de poissons. Ça paraît comme ça un peu abstrait, mais en fait c'est passionnant. Vous le connaissez sûrement si vous écoutez France Info, puisque tous les week-ends, il anime une rubrique, le billet science du week-end. Et là, il vient de co-signer un ouvrage qui est magnifique, qui est une très belle idée de cadeau de Noël, qui s'appelle Eau douce, histoire extraordinaire dans nos fleuves, nos rivières et nos lacs. Et c'est co-signé avec le photographe Yann Arthus Bertrand. Et je vous demande d'applaudir Bill François, messieurs, dames. Alors, comme je disais, Bill François, votre livre co-signé avec les magnifiques photos de Yann Arthus Bertrand, il est incroyable parce qu'on découvre plein de choses. C'est super gentil, je suis ravi que ça vous ait plu déjà. Et ouais, c'est vrai que c'est sur l'eau douce, donc c'est un monde dont on parle pas beaucoup et que j'ai à cœur de faire découvrir parce que c'est au moins aussi impressionnant que les océans. Et bon, les océans, déjà, on les connaît très peu, mais bon, on a quand même une image. Le grand public voit à quoi ça ressemble. On est bombardé de photos, de vidéos magnifiques, tandis que les eaux douces, très peu. Alors qu'on en a tous en bas de chez nous, que ce soit le Gave ici, des rivières, des petits plans d'eau, même des mares, dans le jardin juste à côté. Et en fait, il y a plein de vie à l'intérieur, tout autant que dans la mer. Et c'est tout aussi génial. Là, comment s'est fait la rencontre avec Yann Arthus Bertrand ? Complètement par hasard. Il y a quelques années, avant le Covid, parce qu'en fait, il collectionne les boîtes de sardines. Et moi, je ne savais pas, il en fait pas un grand étalage public. Et moi, j'avais écrit un livre à l'époque qui s'appelle « Éloquence de la sardine », qui n'est pas spécialement sur les sardines, qui est plus sur la mer en général et les poissons. J'ai même eu des lecteurs qui m'ont fait le reproche que ça ne soit pas une monographie sur les sardines et que le titre était trompeur. Il y a des gens qui sont très premier degré parfois. Il y a des gens qui sont passionnés de sardines en plus. Oui, voilà, alors aussi. Mais oui, non, mais la sardine, c'était un bon titre parce que... en fait, les sardines, tout le monde les aime. Dans toutes les régions de France, il y a des gens, mais même du monde, en vrai. J'ai appris hier que c'était une spécialité, même à Atlanta, donc au milieu des États-Unis, quoi, la sardine. Et en fait, partout dans le monde, hein, au Portugal, c'est des fous de sardines. Au Maroc, pareil. Vous allez, même en Asie, ils mangent des sardines. C'est un poisson qui nourrit le monde, mais pour lequel on a une certaine sympathie. Et donc, Yann Arthus Bertrand, lui, c'est plus les boîtes de sardines. Et un jour, donc, on était à un départ d'une course transatlantique où je signais des livres pour un événement de dédicace. Il y avait un bateau d'un ami commun, mais je ne savais pas que c'était un ami commun. Et en fait, il portait un message un peu écologique. Et donc, moi, je signais des livres autour de ça. Lui, il était parrain aussi d'un événement autour de ça. Il a vu mon livre, il est venu discuter. Puis, on a parlé sardines, puis pas que sardines. Et puis, c'est comme ça qu'est née l'idée, voilà, de faire un livre ensemble un jour. Mais du coup, pas sur les sardines. Comment on fait un livre avec Yann Arthus Bertrand ? Il vous amène les photos ou vous avez une discussion ? Comment ça se passe ? J'imagine que c'est différent pour chaque livre. Hein. En ce moment, il a aussi un livre sur les Français qui a été un immense travail d'équipe où ils ont pris en photo des dizaines de milliers de Français. Et donc, c'était sûrement très différent de ce livre-là. En tout cas, ce livre-là, au début... Moi, quand j'ai eu l'idée de l'eau douce, il m'a dit « Mais tu vas manquer de photos parce que j'ai très peu de photos d'eau douce. » Je lui ai dit, je pense plutôt qu'il y a très peu de photos où il n'y a pas de l'eau douce. Et donc, on a commencé à regarder des photos au hasard dans ses archives. Et puis, en fait, il y avait de l'eau douce dans toutes les photos parce qu'elle est partout, l'eau douce. C'est incroyable parce que c'est minuscule à l'échelle de la planète. Si vous prenez toute l'eau douce qu'il y a dans la planète, l'eau douce liquide, et que vous la regroupez comme ça, tout ensemble, pour faire une grosse goutte, elle n'est pas si grosse que ça, cette goutte. Elle va faire 50 km de diamètre. Donc, vous voyez, 50 km, quoi. On ne va même pas jusqu'à Toulouse ou Bordeaux, quoi. Et ça, c'est toute l'eau douce de la planète. Et cette eau douce, elle est en grande majorité contenue dans quelques grands lacs
aux États-Unis, au Canada et le lac Baïkal en Russie. En gros, c'est ça. Un peu aussi en Amérique du Sud. Et donc, si on retire ça, ben, le reste, l'eau douce qui nous alimente, qu'on boit, qui alimente nos champs, donc qui nous nourrit, nos industries, nos sources d'énergie, etc., ben, c'est une toute petite goutte comme ça sur l'immense planète. Et malgré ça, ben, en fait, elle est partout parce que c'est plutôt la vie qui est là où il y a l'eau, quoi. Et en fait, que ce soit nos villes, que ce soit nos champs, que ce soit les animaux, les plantes, les biotopes naturels, c'est tout centré autour de l'eau douce. Et donc, ce qu'a pris en photo Yann Arthus Bertrand, c'est toujours centré autour de l'eau douce. Donc, pour revenir à la question, donc on en a discuté, et puis il a vu qu'il y avait de l'eau douce dans toutes ses photos, et donc ensuite il m'a dit allez, cherche parmi mes archives. Et puis là, donc ça a été tout un travail de chercher des photos inédites parmi les très nombreuses archives qu'il a pour représenter les différents sujets dont on voulait parler, ou alors pour partir de la photo et trouver un sujet dont je voulais parler. Parce que l'idée du livre, c'est vraiment qu'il est conçu en miroir. Il y a les photos de ce qu'on voit d'au-dessus, et puis moi je raconte ce qu'il y a sous la surface. Oui, c'est ça. On apprend plein de choses, et notamment des espèces animales dont on n'avait absolument pas conscience, en fait. Il y a toute une vie là-dessous. Oui, des animaux, même des végétaux, puis plein de formes de vie très variées. On pense beaucoup aux poissons parce que c'est ceux qu'on connaît le plus finalement, qui sont à peu près les plus proches de nous. Mais il y a énormément d'autres créatures, que ce soit des invertébrés comme des crustacés, des insectes, etc. Enfin, c'est extrêmement varié. C'est aussi une façon de se voir, de nous voir, puisqu'on voit, il y a nos ancêtres là-dessous. Il y a des animaux qui pourraient avoir la même évolution qu'on a eue. Absolument, il y a nos ancêtres, et il y a même toutes les étapes un peu de notre évolution qu'on peut voir dans l'eau. Tout simplement parce que la vie, elle est née dans l'eau déjà, donc... et puis ensuite, toutes les espèces ont évolué et ont eu autant de temps pour évoluer. C'est important de dire qu'il n'y a pas d'espèces plus primitives que d'autres aujourd'hui, parce qu'on descend tous d'un même ancêtre commun. Donc on a tous eu à peu près 3,5 milliards d'années d'évolution. Donc... Cependant, il y a des espèces qui ont moins changé au niveau de leur forme que d'autres, mais elles se sont adaptées quand même autrement au niveau de leur gènes, mais qui ont moins changé au niveau de leur forme. Et donc on peut voir, en regardant dans l'eau comme ça, un peu toutes les étapes de l'histoire de la vie, des premiers êtres vivants comme des bactéries extrêmement primitives, ce qu'on appelle vulgairement des algues, mais les algues, ça couvre tout un tas de pans du vivant, mais ce qu'on appelle les algues bleues, des cyanobactéries, donc ça c'est vraiment des êtres parmi les tout premiers à avoir existé. C'est eux qui sont responsables d'avoir mis de l'oxygène dans notre atmosphère pour qu'on puisse ensuite la respirer. Et puis, ça va jusqu'aux poissons. Pareil, les poissons, c'est extrêmement vaste, l'ordre des poissons. On en fait nous-mêmes partie, puisqu'on descend de ces animaux. Mais il y a des poissons qui sont restés comme nos lointains ancêtres, qui avaient des branchies et des poumons, par exemple. Il y en a encore aujourd'hui qui sont comme ça, parce que nos ancêtres, qui sont aussi les ancêtres de beaucoup de poissons actuels, de ce qu'on appelle les poissons osseux, donc les poissons entre guillemets normaux comme la carpe, le saumon, etc. Tous ces ancêtres-là, ils avaient à la fois branchies et poumons. Donc l'idée que le poumon serait apparu comme une sorte de stade ultime pour sortir de l'eau, c'est pas vrai. En fait, on descend d'un animal qui avait des poumons, et la carpe aussi finalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la lignée des poissons osseux qui sont restés dans l'eau, ce poumon, il est devenu une vessie natatoire, donc il est devenu une sorte de poche de gaz qui sert à monter et descendre dans l'eau, que les poissons ont encore, que vous ouvriez un saumon, un cabillaud, etc., on trouve cette poche à l'intérieur. Et puis, chez nous, le poumon, il s'est développé pour continuer à respirer de l'air, et à l'inverse, les branchies, elles ont régressé d'abord pour les garder qu'au stade juvénile, par exemple les grenouilles, les amphibiens. Le tétard, il a des branchies, puis l'adulte, il les perd. Ensuite, pour les garder plus qu'au stade d'embryon, où elles sont même plus fonctionnelles. Et ça, c'est nous. Nos embryons, ils ont des arcs branchiaux, comme les tétards, en fait, mais qui servent plus à porter des branchies, et qu'ils vont perdre parce que ça va façonner en fait ce qui sera notre visage, notre larynx, etc. C'est important de comprendre ça pour mieux protéger cet environnement. Alors ça précisément, c'est-à-dire l'idée qu'on descend tous de
d'autres êtres vivants, que tout est lié, qu'on s'inscrit dans un grand cercle, dans un grand cycle du vivant. Je pense que oui, c'est important spirituellement. Ça nous fait regarder les choses autrement. Mais pour aller plus loin, vous disiez tout à l'heure, il y a nos ancêtres qui étaient liés à l'eau comme ça. Alors là, on parle d'ancêtres très lointains. Quand on parle de poissons comme ça, qui avaient des branchies et des poumons, on est sur plusieurs centaines de millions d'années, 400-500 millions d'années. Mais si on regarde des ancêtres beaucoup moins lointains à l'échelle des temps géologiques, des ancêtres d'il y a 10 000 ans, autour des ères glaciaires, y compris ici, en particulier dans cette région de France, on voit qu'ils avaient un mode de vie qui était totalement lié aussi aux rivières, et que si on est ici, si cette ville est là, comme la plupart des villes de France, c'était par exemple pour intercepter l'émigration des poissons comme les saumons, qui nous ont nourris pendant des millénaires. Et ça, c'est il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ils devraient toujours être là, ces animaux. Seulement, on a massacré leur environnement, on les a massacrés, et il n'y en a plus. Mais là, pour le coup, de regarder l'histoire un peu moins ancienne, je pense que c'est très important pour savoir comment le milieu il devrait être si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, et comment il pourrait être si on prenait quelques mesures pour le reconstituer. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, je pense. Et justement, le fait d'avoir ces photos-là qui sont magnifiques, est-ce que montrer la beauté, c'est pas aussi une façon de dire qu'il faut défendre cette beauté-là? Ah oui, absolument. 100% d'accord. Je pense que il faut d'abord savoir ce qu'il y a à protéger et à sauver et qui existe pour pouvoir le faire. Et on entend trop de discours défaitistes. J'entends souvent dire, par exemple, de toute façon, dans nos rivières, il n'y a plus rien, ou de toute façon, la Méditerranée est une poubelle, par exemple. On entend ça des milliards de fois. Ben, allez voir en Méditerranée. Je veux dire, si vous verrez des choses qu'on ne voit même pas à la télé. Moi, je vous garantis que si vous allez au large en Méditerranée entre juin et octobre, vous allez voir plusieurs baleines par jour, vous allez voir des dauphins que vous ne pourrez même pas compter, vous allez voir des cachalots à peu près une fois sur deux en moyenne, des choses absolument incroyables, parce qu'en fait c'est encore tout à fait vivant. Et il y a beaucoup de vivants à protéger, et dans les rivières c'est pareil, on ne le voit pas parce que l'eau est trouble, que c'est beaucoup plus difficile à explorer, mais ce qui est assez fabuleux, c'est que même si les populations d'espèces, elles ont diminué, le saumon, c'est un exemple assez local, donc c'est intéressant, il a diminué d'un facteur 1 pour 10 000 depuis le début du déclin du saumon. Donc c'est terrible, il n'y en a quasiment plus, ça n'a plus aucun impact sur nos vies, sur les milieux. On pourrait dire que ça a disparu, mais ce qui est beau, c'est que ça n'a pas disparu, c'est-à-dire l'espèce, elle est encore là pour quelques années, quelques décennies, une poignée d'années peut-être, on ne sait pas, parce que là pour le coup il commence à être sérieusement très très en danger, mais pour l'instant il est encore là, ce qui veut dire que tant qu'il est encore là, il y a encore moyen de le sauver. Là, on découvre aussi des espèces dont on n'avait pas, enfin moi en tout cas, j'avais absolument pas idée, des mystères. On disait, alors il y a des photos où on va très loin, puisqu'on parcourt le monde entier, et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus près de chez nous. Par exemple, le mystère des anguilles du bois de Boulogne. Il y a des anguilles au bois de Boulogne. Elle dit comme ça. Le mystère des anguilles du bois de Boulogne. Oui, bah, alors, en fait... Je vends bien votre bouquin. Ah bah, merci. Hein, là... Du coup, il vaut mieux pas que j'en parle, comme ça les gens vont vouloir le lire. Voilà, c'est ça. Donc on va passer à autre chose. En fait, ça aurait dû être le titre. Hein. Je pense que c'est beaucoup mieux que Histoire extraordinaire, je sais pas quoi. Pour la réimpression, je vais leur dire. Oui, non, mais les anguilles, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y en a partout en plus. Il n'y a pas que dans le bois de Boulogne, mais parce que c'est un animal qui rampe en fait même hors de l'eau, qui peut ramper plusieurs jours hors de l'eau pour trouver un endroit où grandir et s'installer. Et en fait, du coup, dans le bois de Boulogne, on a retrouvé comme ça. Donc, c'est des étangs qui sont pas reliés à un fleuve. Bois de Boulogne, le bois de Vincennes, plusieurs autres fontaines publiques à Paris, mais aussi un peu partout en France. On retrouve souvent des anguilles comme ça, alors que c'est pas du tout relié à un fleuve, et c'est qu'elles rampent pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours hors de l'eau pour s'installer là-dedans. Et bon, l'anguille, c'est un des animaux les plus mystérieux, qui a un cycle de vie totalement incroyable, puisqu'elles se reproduisent à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, dans la mer des Sargasses, donc c'est vers les Bermudes, quoi, donc c'est vraiment très très loin.
Et elles y repartent un jour, donc elles viennent toutes de là, les jeunes anguilles, et puis elles y repartiront un jour pour aller se reproduire. Donc, et elles feront ce voyage sans se nourrir, parce que, en fait, quand elles partent en mer, l'appareil reproducteur prend la place du tube digestif, donc elles deviennent incapables de se nourrir pendant 6000 km de nage, quoi. Personne ne sait comment elles font, mais elles le font. Et alors justement, dans le bois de Boulogne, si elles ne sont pas reliées au fleuve, elles ne peuvent pas être reliées à la mer. Ben, en fait, l'anguille, donc tant qu'elle est en eau douce, du coup, elle n'a pas les organes reproducteurs. Ça a d'ailleurs été un grand mystère pendant des millénaires. Parce qu'on ne savait pas comment elles se reproduisaient, du coup, les anguilles. Quand on ouvre un poisson, d'habitude, on trouve ce qu'on appelle des laitances ou ce qu'on appelle vulgairement des œufs, mais qui sont des ovaires. Donc, dans un cas, c'est l'organe reproducteur mâle, dans l'autre cas, l'organe reproducteur femelle. Donc, on sait comment ils se reproduisent, les poissons. En tout cas, on l'a très vite compris. Mais je dis l'humanité, quoi. L'anguille, non, parce que quand vous ouvrez des anguilles, vous ne trouverez jamais la même chose. Et donc, pendant des millénaires, on ne savait pas du tout. Alors l'Église, ça les arrangeait bien, prétendait qu'elles se reproduisaient par génération spontanée. Ce qui fait que du coup, c'était l'animal et donc la nourriture la plus pure au monde parce qu'il n'y avait pas de sexe, quoi. C'était absolument fabuleux. Là, on est très loin de l'anguille du bois de Boulogne. Mais Je veux dire, on va le vendre dans votre bouquin. En fait, du coup, ça permettait d'en manger pendant le carême, etc. C'était pour les moines, c'était important. Et, enfin, pour tout le monde, parce qu'il y avait 100 jours par an où on ne pouvait pas manger de viande. Et donc, l'anguille, c'est resté une nourriture de base comme ça pendant très longtemps, en grande partie grâce à ça, ou à cause de ça. Et puis ensuite, voilà, ça a été un sujet de recherche. C'était la thèse de Sigmund Freud, aussi, amusant aussi, dans le genre, qui a disséqué des milliers d'anguilles pour trouver leur sexe et qui ne l'a jamais trouvé. Donc est-ce que ça l'a influencé par la suite? On ne sait pas. Mais non, ce qui est rigolo, d'une, c'est qu'il en a quasiment jamais reparlé parce que c'était vraiment un échec. Et de deux, c'est qu'ensuite, il s'est tourné vers un autre sujet et il a choisi un poisson qui avait la même forme, à savoir la lamproie. Et là, c'était le cerveau de la lamproie qu'il a étudié. Donc finalement, voilà, il a fait le sexe et le cerveau de poissons qui ont des formes un peu tendancieuses, c'est assez rigolo. Mais donc lui, il n'a pas trouvé. Et puis après, en fait, c'est un Suédois un Danois, pardon, qui a appliqué l'approche inverse. Donc au lieu de chercher l'anguille la plus mature possible, il s'est mis à chercher les plus petites, enfin les plus jeunes larves possibles. Pas les plus petites, parce qu'en fait, il s'est aperçu que quand elles étaient jeunes, elles étaient plus grandes que quand elles étaient plus vieilles. C'était ça un peu le piège qui faisait qu'on ne comprenait pas. Elles rétrécissent à un moment dans leur métamorphose. Et donc, en allant les chercher comme ça, il a trouvé la mer des Sargasses, il a compris. Et donc ensuite, on s'est aperçu que l'anguille, elle devenait mature que quand elle arrivait en mer, en fait. Et donc, tout ça, pourquoi je raconte tout ça? Pour dire que si vous bloquez l'anguille en eau douce, comme c'est le cas dans le bois de Boulogne, où a priori elle arrive à venir, mais souvent elle a du mal à ressortir des lacs, des étangs, des fontaines comme ça. Ben, en fait, l'anguille, elle va, tant qu'elle ne trouve pas un endroit pour aller en mer, un moyen d'aller en mer, elle va rester immature. Donc, jeune, éternellement jeune. En fait, elle ne vieillit pas, et c'est très mystérieux, mais ça fait que les anguilles bloquées comme ça en eau douce peuvent vivre largement plus de 100 ans, alors que normalement, ça vit entre 12 et 15 ans maximum. Donc c'est assez surprenant. Ouais. Une autre chose vraiment surprenante, au Mali, il y a des poissons dans les murs. Oui, c'est vrai que ça c'est rigolo aussi. C'est un de ces poissons dont je vous parlais qui ont à la fois des branchies et des poumons. Celui-là, on l'appelle d'ailleurs le dipneust, qui en grec veut dire deux souffles, deux respirations, parce qu'il a la respiration dans l'air et la respiration dans l'eau. Et en fait, c'est un poisson qui vit dans des... Alors, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique et il y en a en Australie, 3 espèces dans le monde. Et enfin, il y a un peu plus d'espèces, mais il y a 3 grandes catégories, on va dire. Et donc, les 3, ils vivent dans des endroits où il y a des saisons sèches et des saisons des pluies. Donc, des saisons où il y a de l'eau et des saisons où il n'y en a pas. Et donc, pendant la saison sèche, ils vont respirer de l'air et ils vont s'enfouir, en fait, dans une sorte de gangue d'argile. Et il arrive effectivement en Afrique que quand les gens
prennent des briques, des grosses briques de terre pour faire des maisons, et c'est de la terre crue, c'est pas de la terre cuite. Donc ils prennent des briques, ils les mettent dans des espèces de caissons, ils font sécher un peu et ça fait des briques. Et ben du coup parfois il y a le poisson à l'intérieur, et donc quand il se met à pleuvoir, le poisson sort. Voilà, ça peut faire une surprise. Oui, c'est ça. Ça peut être surprenant. Là, aux idées mènent le monde, le thème, c'est renaître. Et on s'aperçoit que l'eau douce, elle renaît sans arrêt. On a les nuages, on a la pluie, on a l'évaporation, on a tout ça. Oui, c'est intéressant comme cycle d'ailleurs quand on regarde, quand on se met du point de vue d'une goutte d'eau et qu'on regarde par exemple le temps que ça met, ça renaît sans arrêt, mais en même temps, le fait d'être de l'eau douce pour de l'eau, c'est très rare. Comme je vous disais, c'est un 20 millième de l'eau sur Terre, mais ça veut dire que c'est aussi un 20 millième du temps que va passer une goutte d'eau sous cette forme-là, quoi. Donc en fait, une goutte d'eau, elle va passer en moyenne à peu près 2000 ans dans la mer avant d'être évaporée à la surface de l'eau, de se retrouver dans un nuage, donc distillée, comme ça elle perd le sel en s'évaporant et elle se retrouve sous forme d'eau douce dans un nuage. Et là, le temps que l'eau passe dans un nuage, c'est une dizaine de jours maximum. Donc, temps très court avant de retomber quelque part, soit sous forme de pluie, soit sous forme de neige. Sous forme de neige, il y a toutes les chances que ça arrive près d'un pôle et que l'eau se retrouve alors, pendant quelques siècles, prisonnière des glaces. Et sinon, sous forme de pluie, a priori, elle va ruisseler dans une nappe phréatique, pareil. Elle va y passer quelques jours, mois ou années, selon la vitesse à laquelle ça ruisselle dans la nappe phréatique. Ou alors, elle va tomber dans un fleuve ou une rivière, et là, elle va couler vers la mer, et pareil, ça dure quelques jours à peine. Donc, en fait, c'est 2000 ans dans la mer, et ensuite quelques jours à alimenter ce cycle qui nous fait tous vivre. Mais c'est une sorte de renaissance permanente, mais qui n'arrive pas tous les jours pour une goutte d'eau. C'est ça, c'est un cycle qui nous fait vivre, parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Et pourtant, on a l'impression que, quand on voit certaines photos, quand on lit certaines histoires, que l'être humain n'est pas particulièrement précautionneux avec son environnement, et particulièrement avec l'eau douce. Alors, l'être humain, je nuancerais. Je ne pense pas qu'on soit par nature pas précautionneux. Parce que j'ai beaucoup travaillé auprès d'autres cultures, et en particulier des peuples qui ont des modes de vie encore très traditionnels, notamment en Amazonie. Et il y a une vraie précaution permanente. C'est l'être humain occidental, parce alors. que, ouais, absolument, occidental au sens large, hein, parce que plutôt, je dirais moderne, et c'est un peu une sorte de conséquence des Lumières et de la déconnexion entre la nature et la culture, qui fait qu'en fait on voit plus que ces choses-là nous font vivre. Et donc autant un peuple qui va se nourrir directement du poisson qu'il va pêcher et pour lequel la vie dans la rivière c'est la clé de la survie et on le sent directement, il va avoir énormément de respect pour ça parce qu'ils savent que leur destin est lié à ça. Autant nous, dont pourtant notre vie est complètement aussi dépendante de la nature, on le voit plus. Et donc on a l'impression que ça n'est pas le cas parce que finalement les conséquences de notre mode de vie, elles sont mondialisées, elles sont dispersées un peu partout, elles ne nous touchent pas directement, parce que nos environnements, on les a souvent malmenés au point qu'on ne voit plus leur potentiel de nous nourrir. Donc je vous disais tout à l'heure, 1 pour 10 000 sur le saumon, par exemple. Donc là, vous allez dans le Gave, vous pêchez un saumon. Bon, c'est interdit aujourd'hui, mais si vous voulez vraiment en pêcher un, il faut y passer à peu près un mois aujourd'hui, à pêcher à peu près tous les jours, et vous allez en attraper un. C'est à peu près ça l'effort de pêche qu'il faut, parce que c'est devenu très difficile. Donc un mois de pêche, voilà, vous attrapez un saumon. Faut vous dire qu'avant le déclin du saumon, dans le même temps, en allant tous les jours pendant un mois, ce qui n'est pas non plus aberrant, vous en aurez attrapé 10 000. Donc vous n'imaginez même pas ce que ça peut faire 10 000 saumons. Vous voyez, ça remplit la pièce, quoi. Et donc vous aviez de quoi nourrir, pas une famille, une petite ville pour la saison. Donc et une personne, pas tout un effort avec des pêcheries. Donc vous imaginez ce que ça pouvait représenter. Mais bon, nous, voilà, on s'est déconnecté de tout ça, on ne le voit plus, on l'oublie aussi beaucoup, parce que chaque génération ne connaît comme référence que ce qu'elle a connu. Donc le pêcheur de saumon d'aujourd'hui va se dire « Ah bah quand j'étais gamin, on en pêchait tous les jours, maintenant on en pêche tous les mois, c'est terrible ». Mais il ne sait pas qu'en fait,
au départ, il y a 200 ans, c'était pas on empêche tous les jours, on empêche tous les jours un wagon par personne. Donc voilà, il y a cette déconnexion, cette amnésie, et ça fait que en fait, on se rend plus compte, et on se rend pas compte non plus des conséquences de nos actions. L'eau qu'on consomme, on nous dit c'est un certain nombre de milliers de litres par an. Alors on trouve ça énorme, etc. Mais en fait, c'est énormément plus si on regarde l'eau qu'on consomme à travers le monde. Parce que quand vous remplissez votre piscine, oui, c'est beaucoup d'eau, mais localement, et ça peut faire des pressions locales. Mais on consomme 10 fois plus quand on va consommer des habits, de la viande, etc., qui sont en fait à base de produits importés. Et donc quand vous mangez un steak, finalement, il y a du soja qui a nourri cette vache qui vient du Brésil et qui a pompé des centaines de litres d'eau là-bas. Quand vous portez un vêtement en coton, c'est de l'eau de l'Asie centrale qui n'atteindra pas la mer d'Aral à cause de ça, etc. Et donc, en fait, toutes ces conséquences-là, on ne les voit pas, et c'est normal. On a un mode de vie qui nous empêche de le voir. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on est beaucoup moins précautionneux. En tout cas, le fait est que, ouais, on a un gros problème aujourd'hui avec ça. Là, c'est justement montrer la beauté de cet environnement-là, c'est aussi montrer que ça peut disparaître. Ouais, montrer ce qu'il y a, ce qui reste et qui du coup peut disparaître, montrer ce qui a déjà disparu pour essayer de l'imaginer et se dire essayons de ne pas continuer dans cette voie-là, essayons de restaurer, essayons de faire renaître. C'est le cas de le dire, c'est le thème, mais il y a moyen. C'est une trajectoire qu'il faut prendre. Pour l'instant, on prend la trajectoire inverse. Quand on regarde les législations actuelles, qu'on parle de la loi du plomb, des dernières conséquences aussi avant des émeutes des agriculteurs, de toutes les concessions qui ont été faites à ce petit lobby qui est une industrie même pas rentable et qui pourtant est en train de détruire ce qui reste de nos milieux aquatiques, parce qu'en France, c'est quand même ça le majeur problème. On dit c'est multifactoriel, mais enfin, quand on regarde la pollution des cours d'eau, c'est à 80% la pollution due à l'agriculture intensive. Et la destruction des milieux, c'est à peu près pareil. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment la crise climatique, qui est un problème beaucoup plus difficile à régler, parce que imposer des normes aux agriculteurs, ça ne demanderait qu'un petit peu de courage politique et un peu de sous pour les accompagner, évidemment, parce que imposer des normes sans accompagner les personnes pour que leur activité reste rentable, évidemment, ça serait inhumain. Donc ça c'est pas un gros effort. Ça impose sans doute aussi un peu de protectionnisme écologique pour pas importer des choses qui sont produites avec des normes pires ailleurs, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est pas très compliqué, et pourtant on n'arrive pas à le faire. La crise climatique, c'est très compliqué, et on n'arrive pas à le faire non plus. Donc c'est pas évident en fait, parce que pour l'instant on prend la trajectoire totalement inverse. On est en train de perdre des milieux à une vitesse vertigineuse, on est en train de perdre des espèces, de la diversité même au sein des espèces, et tout un lien aussi avec cette nature, une crise aussi qui nous affecte nous dans nos sensibilités, dans nos quotidiens, parce qu'on n'a plus cette expérience vivante de la nature qu'avaient nos anciens, nos ancêtres, etc. Mais en plus, c'est d'autant plus frustrant que quand on fait même des petits efforts, voire quand on ne fait rien, ça serait mieux de ne rien faire que d'aller dans le mauvais sens. Clairement, essayons déjà de ne rien faire, ça serait déjà super. Mais même quand on fait rien, déjà, ça peut aller mieux. Et quand on voit, ou quand on fait des petits efforts, il y a des milieux qui se restaurent. La Seine à Paris en est un bon exemple, par exemple. C'est pas les efforts pour les JO qui ont assaini la Seine, hein. C'est des efforts de stations d'épuration et tout qui datent de 40 ans en arrière, mais un tout petit peu d'assainissement comme ça, très localisé, dans l'agglomération parisienne et autour, a permis le retour d'une quarantaine d'espèces rien que de poissons, des milliers d'invertébrés, etc. Et puis le milieu se porte bien aujourd'hui. Là, justement, la fin du livre, elle se termine avec la mouche de mai sur la Seine, qui est un bon signe justement de la santé du fleuve. Hein. Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est un des rares exemples, je devrais plutôt dire des contre-exemples, mais d'un milieu qui va mieux. Et ça montre bien que quand un milieu va mieux, quand on prend les mesures pour, ça peut vite revenir et se restaurer. Et donc dans la Seine, on a découvert au mois de juin là, une mouche de mai
Ouais, ça s'appelle Mouche de mai, mais ça sort en juin. Allez savoir pourquoi. Mais et en fait, c'est un Il y a plus de insecte. saison, Donc, en fait. oui, voilà. Non, mais en général, c'est décalé dans l'autre sens avec le réchauffement. C'est plutôt ce genre de choses, mais là c'est un peu plus tard. Mais donc, c'est les éphémères. Donc, c'est des insectes qui passent leur vie dans l'eau, mais qui sortent à l'état volant que quelques heures pour se reproduire. Et donc, c'est un peu assez romantique comme mode de vie, mais c'est hyper sensible à la qualité de l'eau parce qu'ils passent la majeure partie de leur vie sous forme de larves sous l'eau. Et donc, le fait d'en voir une éclore dans la Seine, c'est quand même un très bon signe sur la qualité de l'eau. Là, vous disiez justement la Seine, il y a eu des politiques d'assainissement, des choses qui ont. Mais nous, nous à notre niveau d'individu, tous les jours, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme vous dites, il vaut mieux ne rien faire que faire mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Ouais, c'est pas facile comme question parce que. Déjà parce que je suis conscient qu'on ne peut pas s'intéresser à tous les sujets, que moi l'eau douce ça me passionne, donc forcément je suis engagé, donc je vais pouvoir faire des efforts dans ce sens-là, mais que j'ai bien conscience que d'autres sujets qui me touchent moins, je vais peut-être moins être précautionneux, et chacun est comme ça en fait, et c'est normal. Donc déjà j'espère qu'il va y avoir qu'il y a de plus en plus de vocations, de passionnés qui se battent pour défendre notamment l'eau douce. Aujourd'hui, c'est surtout les pêcheurs à la ligne, heureusement qu'ils sont là, qu'il y a ces associations de pêche et de protection du milieu aquatique qui veillent un peu sur les cours d'eau. C'est pas idéal, c'est un peu David contre Goliath, les pêcheurs à la ligne versus le reste du monde, mais c'est déjà ça, et c'est mieux que rien, et ils font un travail formidable, donc il faut les saluer. Il y en a partout en France, plus de 3000 associations, des dizaines de milliers de bénévoles, mais j'espère que ce genre de mouvement va s'étendre quand même aussi au-delà. Toute action est bonne à prendre, que ce soit des nettoyages de cours d'eau, que ce soit Alors, il y a des parlements de bassins versants aussi, des comités de bassins versants, donc, où en fait, c'est en théorie ouvert à tous les citoyens. Donc, tout le monde peut aller et avoir son mot à dire dans la gestion de votre bassin versant, donc en gros, des rivières qu'il y a chez vous et de l'unité fluviale à laquelle votre territoire appartient. Tout le monde a son mot à dire. Personne n'y va que les lobbies, en gros. Donc, et un peu les pêcheurs à la ligne qui essayent de contrer les lobbies. Donc, ça vaut le coup en tant que citoyen, si vous désirez vraiment vous engager, d'aller faire ce genre de démarche, d'aller rejoindre des associations qui le font, ou si vous n'avez pas le temps, au moins de les soutenir financièrement. Il y en a sur un peu tous les sujets. Il y en a une formidable dans la région qui s'appelle Défense des milieux aquatiques, qui essaye notamment de rétablir les populations de saumon, d'anguilles, etc., dans l'Adour et ses affluents, les gaves, etc. Après, c'est sûr aussi qu'il est d'essayer d'avoir, en règle générale, un mode de vie le plus écologique possible. Tout effort est bon à prendre. Et c'est ça que je pense qu'il est bon de rappeler. Il n'y a rien qui est ridicule. Il n'y a rien qui est superflu. Et en fait, parce que là, on en est à un point où chaque centième de degré, ça sera des milliers de vies humaines et des milliers d'espèces qui seront préservées. Chaque centième de degré qu'on arrivera à arracher au réchauffement climatique. Donc chaque petit effort, en fait, il est utile et il ne faut pas culpabiliser, mais il faut se dire que chaque petit effort, il est positif. C'est plutôt ça. Donc que ce soit de réduire la consommation en carburant, en viande, en énergie de tout genre, chaque petite réduction, c'est déjà ça. Voilà. Oui, parce que c'est ce que vous montrez dans le livre, c'est que il y a des espèces qui réapparaissent, il y a des espèces qu'on a pu sauver. Ah ben oui, et il y en a surtout beaucoup qu'on peut encore sauver. Finalement, des espèces en tant qu'espèces qui ont disparu, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça encore. Et donc, il reste énormément à sauver. Oui. Là, je le disais, je pense que c'est un très beau cadeau de Noël, en fait, parce que c'est un très beau livre déjà de photos. Et une fois qu'on a vu les photos de Yann Arthus Bertrand, on ne le présente plus, on va lire vos textes et on apprend des choses. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'un lecteur apprenne en premier lieu dans ce livre ? Qui prennent conscience de son milieu, qui prennent conscience de cette rareté? Très bonne question. Déjà, qui passe un bon moment, je pense. Parce qu'on apprend quand on s'amuse, l'école nous montre bien d'ailleurs que ça ne marche pas quand on ne s'amuse pas. Qui ici se souvient du théorème de Thalès? Voilà. Donc on apprend quand on s'amuse et puis quand on est impliqué dans une action.
quand ça nous touche, en fait, quand ça nous touche. C'est-à-dire, on va et essayer d'apprendre les noms et les chants d'oiseaux que vous ne voyez jamais dans votre vie, eh ben, impossible, hein, c'est normal. Par contre, si c'est 2-3 oiseaux qui sont en bas de chez vous, que vous entendez tous les jours, vous allez facilement retenir leur chant et vous dire « Ah bah tiens, ça c'est la mésange, ça c'est... » Et c'est pour ça que... il y a ces études absolument effrayantes où on montre aux gens des marques, des logos de marques, et donc ils arrivent à dire tout de suite ça c'est McDo, ça c'est Adidas, ça c'est Nike. Et puis après on leur montre des feuilles d'arbres ou les tronches de certains oiseaux, et puis là impossible quoi, parce qu'en fait on est déconnecté, on les voit pas. Mais si ça nous touche, donc moi à la limite, s'il y a quelque chose que j'aimerais, en plus de passer un bon moment, c'est que ça donne envie d'aller voir en fait, parce que simplement en s'arrêtant au-dessus d'un pont, sur un cours d'eau comme ici, hein, on peut voir toutes sortes de vies, de poissons, d'insectes, d'animaux. On a même une chance de vous croiser des loutres ou des oiseaux d'eau, des choses assez incroyables. Donc déjà que ça donne envie d'aller voir, que ça donne envie d'aller découvrir ce monde-là, de sortir dehors pour le voir, c'est déjà chouette. Et puis de rêver avec des belles histoires à raconter, à partager. C'est ça, c'est montrer le beau pour essayer de le sauver. Ouais, montrer la beauté pour apprendre à la voir, parce que en particulier dans l'eau douce, c'est une beauté qui est difficile à voir. C'est pas un spectacle aussi, pardonnez-moi, parce que j'adore aussi, mais c'est pas aussi facile que le spectacle des montagnes, par exemple, où il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir. La vie en eau douce, faut apprendre à la voir, faut apprendre à lire l'eau, faut apprendre à interpréter, parce qu'en fait, il y a la surface qui est opaque et qui réfléchit et qui nous empêche de voir en dessous. Donc, je pense que c'est d'essayer de prendre le temps et d'apprendre à contempler, à voir, c'est important. Surtout aujourd'hui où la vie, elle va très vite. Ça a été une somme de travail impressionnante, je pense, dans ce bouquin. Ouais, c'est difficile à dire, ça s'est étalé sur un temps assez long, parce que l'éditrice avec qui portait le projet, Olivia Recassens, qui a vraiment beaucoup contribué à concevoir le livre, a changé de maison 2 fois pendant et donc on l'a suivi dans différentes maisons. Puis, c'est des livres qui parfois doivent mettre du temps pour se faire, c'est bien aussi, mais en termes de quantité de travail, je ne saurais pas trop dire. Il y a plein d'histoires que j'avais en moi parce que c'est de la vie de tous les jours, en particulier sur l'Europe, c'est des espèces que je croise tout le temps, ou sur les endroits que je connais. Puis sur d'autres endroits que je connais moins, là, il y a eu peut-être plus de recherche. Ouais. Merci infiniment, Bill François. On a appris plein de choses. Merci à vous. Et si vous voulez, il sera en dédicace, là, tout de suite après, en dédicace de son livre, qu'il va d'ailleurs me dédicacer. Merci également à vous d'être venus si nombreux et si nombreuses un samedi matin, en particulier pour me voir de dos, ce qui est quand même très impressionnant.